Peu avant son départ pour la ville, un vieux du douar lui avait raconté la manière dont son père avait choisi cet enseignement peu orthodoxe pour son fils cadet. À la suite d'un rêve étrange dont il ne dévoila le contenu à personne, son père décida de l'envoyer dans un établissement français. À l'époque, il était particulièrement difficile à un enfant arabe de prétendre suivre une scolarité dans une école européenne. Le directeur de l'unique école mixte refusa l'inscription du jeune Youssef. Ayant fait le plein d'enfants indigènes, il ne voulut rien entendre. Le père de Youssef n'était pas un caïd ni un notable. De ce fait, sa demande était tout naturellement irrecevable. Pourtant, il n'était pas homme à se laisser intimider par une loi humaine et encore moins par la volonté inamicale d'une créature de Dieu. Il alla dormir 1 mois durant devant la demeure du directeur, avant que celui-ci ne se décide enfin à faire une entorse au règlement. 2 ans après son entrée à l'école, la mort du père de Youssef aurait compromis cette expérience originale si son frère Tahar ne s'était pas engagé à la terminer. Il jura de poursuivre la réalisation du dessein mystérieux de son père et obligea Youssef à tenir 3 autres années encore. La durée de son séjour en ville ne l'effleura pas le moins du monde. Il partait sans complexe pour revenir avec les honneurs. Alors se disait-il, à quoi bon se tracasser inutilement? Il était certain de sa réussite. Le travail ne le rebutait pas. Dès lors qu'il s'agissait de retrousser les manches, il répondait toujours présent et s'attelait de bon cœur à l'ouvrage. Il était d'une constitution robuste, avait été formé dans le sérail des hommes du douar, et cela suffisait amplement à effectuer n'importe quels travaux et vivre dans n'importe quelles conditions. Le douar l'avait immunisé contre les dures contraintes de la vie rurale. Chaque année, pendant la période des moissons, il travaillait d'arrache-pied, du lever au coucher du soleil, sans éprouver la moindre frustration. Pour vivre, il ne connaissait rien d'autre que le travail. On disait toujours au douar que l'effort fourni pour assurer son pain quotidien ne se marchande pas. L'homme vit de son mérite au travail. On ne tergiverse pas sur l'indispensable et pour ces raisons. Youssef partit l'âme en paix. Le douar l'avait vu naître et le verrait mourir. Ainsi le voulait la coutume, ainsi le voulait Youssef. Ce qui l'attendait n'était qu'une simple péripétie de la vie, une fantaisie passagère du destin. Il endurerait ce qu'il faudrait, mais serait fidèle à lui-même, c'est-à-dire fidèle à la famille, fidèle à la volonté de ses ancêtres. S'il s'était estimé lésé par les décisions du Conseil, les liens qui l'unissaient à la famille ne furent nullement entamés. D'autres avant lui avaient connu les mêmes déboires. Il n'était donc pas le premier et ne serait sans doute pas le dernier. On peut être exaspéré par les décisions du Conseil. La révolte ne franchit jamais la frontière de l'infidélité. De même que personne ne décida de la pluie et du beau temps, sinon Dieu Tout-Puissant. De même, il avait accepté son sort sans haine ni rancœur. La proximité de la ville et les fréquents séjours qu'il avait effectués l'avaient familiarisé avec l'atmosphère de la grande cité. Il y connaissait déjà quelques personnes. Il n'aurait certainement jamais pris le risque de faire le grand pas dans l'inconnu. Il ne partait donc pas à l'aventure. En quittant le douar, Youssef empruntait, du moins le croyait-il, le chemin de la réussite. La conquête d'une reconnaissance et d'une situation enviable au sein de la famille passait par là. Dans son esprit naïf subsistait uniquement le montant précis des économies qu'il serait en mesure de réaliser. À la suite de 2 voyages éclairs en ville, les détails de son hébergement furent réglés
sans la moindre difficulté. Dès qu'il quitta le douar, le meunier le prit sous son toit et lui assura les repas quotidiens. Il ne lui restait plus qu'à se mettre en quête d'un travail. Sur les conseils du meunier, Youssef se présenta à l'entrée d'une des plus importantes entreprises de transport céréalier de la ville. Cet établissement recrutait quotidiennement des ouvriers sans qualification. Le recours aux journaliers était une pratique courante dans les entreprises de la ville. La dureté des conditions de travail écartait rapidement les faibles de la compétition. L'abondance des candidats permettait une sélection impitoyable, ainsi que toutes sortes de pratiques abusives. L'entreprise renouvelait régulièrement son personnel tout en conservant les gaillards les plus solides, les plus motivés. Cette situation était une véritable bénédiction pour les nouveaux arrivants des campagnes. Ils voyaient là intacte leur chance d'être embauchés. Accroupis contre le mur de l'établissement, une trentaine de candidats attendaient l'ouverture. Les lueurs de l'aube perçaient lentement l'obscurité. Quelques-uns avaient probablement passé la nuit à cet endroit et dormaient encore profondément. Youssef observa ces inconnus avec compassion. Il s'esquissait sur leurs visages rongés par la fatigue et la faim de vagues sourires à l'encontre du nouveau venu. Un sentiment de pitié envahit le cœur de Youssef. Qu'avaient dû faire ces malheureux pour en arriver là? En s'asseyant parmi eux, il admit péniblement qu'il devenait un des leurs. Il aurait pu passer tranquillement sans s'arrêter et ainsi ne pas remarquer ces gens à l'allure de mendiants. Mais en prenant place contre le mur, il devenait à présent un des leurs. D'autres personnes se joignirent silencieusement au groupe. La file d'attente s'allongea jusqu'à doubler avant l'ouverture. L'aurore distillait un parfum humide et coloré. Quand le contremaître arriva, le silence et la douceur quittèrent les lieux. La longue file d'attente se mit à bouger fébrilement. Les corps encoulosés remuèrent. La venue du contremaître avait provoqué le dernier sursaut et finit par réveiller les plus engourdis. Tout le monde se leva et s'avança près de la porte d'entrée. Le contremaître entra dans un bureau et en ressortit habillé d'une blouse gris-noir. Il était trapu, avait le visage rond et foncé. Il porta un regard inquisiteur sur le groupe et entra dans le vif du sujet. En guise de préliminaire, il ordonna au groupe de se mettre en file indienne. Il parlait avec beaucoup de gestes. Il s'exprimait tantôt en français, tantôt en arabe ou tantôt dans un curieux mélange des deux. Il passait de l'un à l'autre sans aucune difficulté et semblait maîtriser parfaitement des deux langues. Il y avait peu de temps mort entre ces paroles. À l'usage, Youssef s'aperçut que le contremaître utilisait ces différents modes d'expression selon un code précis. Lorsqu'il s'adressait à l'ensemble de l'assistance, il se servait du français. Quand il réprimandait seulement une partie du groupe, il utilisait ce curieux mélange des deux langues. Et enfin, il parlait directement en arabe quand il s'adressait à une seule personne. La plupart du temps, Youssef ne comprenait rien à ce qui se disait parce que le contremaître noyait les consignes dans un torrent d'injures. Mis à part sa période scolaire, Youssef avait rarement entendu parler le français. La dernière fois, c'était à l'occasion du recensement. Les fonctionnaires étaient flanqués d'un interprète arabe, mais ils ne s'exprimaient pas dans un langage comparable à celui du contremaître. Youssef imita ses voisins habitués à cet étrange cérémonial et en oublia les règles de l'expression française. Le groupe se reforma selon les bruyantes directives du contremaître qui ne cessait de se manifester. Ensuite, le chef passa en revue l'ensemble des candidats, en sélectionna une vingtaine et ordonna aux autres de partir. Pour les heureux élus, ce fut le miracle tant attendu, et pour les autres, le coup de grâce. Sans perdre un instant, le contremaître commanda aux personnes retenues d'entrer dans le hangar et de se mettre au travail. Cela consistait soit
à charger des sacs de céréales sur un camion en partance pour la capitale, soit à vider les remorques attelées à un tracteur provenant des fermes voisines. Le contremaître n'accordait aucun répit aux ouvriers. Il n'arrêtait pas de faire des remontrances à l'un ou à l'autre. Celui qui ralentissait le rythme avait droit à des injures, quand ce n'était pas à des menaces de renvoi immédiat. Personne ne bronchait. Chacun savait que le contremaître n'hésiterait pas à mettre ses menaces à exécution. Le renvoi signifiait l'impossibilité assurée de pouvoir revenir ou même de se présenter à d'autres entrepôts. Plus précisément, l'angoisse de perdre le salaire d'une journée faisait accepter les pires brimades et suffisait à elle seule à intimider les plus révoltés. Ce jour-là, Youssef quitta le travail fourbu et abattu. En comptant et recomptant ce qu'il avait touché, le doute s'empara de lui. Il se demanda aussi s'il n'avait pas présumé de ses capacités. Les jours suivants, sa force de caractère lui fit reprendre le travail de plus belle, et chaque matin, il repartait affronter l'impitoyable réalité du travailleur journalier, tout en s'efforçant de conserver la tête haute. Le scénario était réglé comme une horloge. La longue file d'attente aux aurores, la peur à nouveau de ne pas être sélectionné qui étreint la gorge, la concurrence sans relâche livrée par les nouveaux, le travail 6 jours par semaine ou parfois 7, ainsi que les brimades perpétuelles qui pleuvaient pour des raisons obscures et ridicules. L'engrenage de soumission et d'énergie dépensée pour un salaire dérisoire eut peu à peu raison de lui. Le salaire était déterminé par le rendement et l'humeur du contremaître. Et bien souvent, la paix ne parvenait qu'à couvrir les dépenses vitales. Youssef ne s'était jamais autant méprisé que durant les 7 mois passés dans cette entreprise. Pendant toute la durée de sa présence, il avait guetté la chance de sa vie. En se rendant chaque jour à l'entrepôt, il scrutait le bureau sans relâche, espérant une absence du caissier. Dieu en était témoin. Il ne souhaitait le malheur de personne, pas même celui de l'horrible contremaître. Mais il avait prié pour que le caissier tombe malade. Pas longtemps, juste 2 ou 3 jours, car il s'était mis en tête d'attendre cette occasion afin de proposer ses services. Il savait parfaitement compter et être transféré au bureau sur ce qui pouvait lui arriver de mieux. S'il parvenait à quitter l'entrepôt, il occuperait une place de premier choix dans l'entreprise. Il passerait ainsi au fixe et son salaire serait réévalué. Sa patience fut récompensée. Il proposa ce jour-là de remplacer le caissier au pied levé. Mais il n'avait pas prévu la réaction du contremaître. Pour toute réponse, celui-ci s'était écrié à l'adresse des employés européens. « Vous entendez ça, les gars? Il y a Mohamed qui veut remplacer Roger. C'est pour partir avec l'argent de la caisse que tu espères ce travail? Non, je vous assure, monsieur le contremaître, j'ai fait des études en français. Qu'est-ce que tu me chantes là? Depuis quand un arabe a fait des études? Allez, Mohamed, la plaisanterie a assez duré. Retourne avec les tiens et ne t'avise jamais de me prendre pour un imbécile. Je suis gentil avec les Arabes, mais je n'aime pas que l'on me marche sur les pieds. Compris?